Conseiller technique de Mobutu jusqu'à sa chute, parce que vous étiez en train de préparer sa campagne. Comment vous avez vécu la chute du régime du président Mobutu? Bon, disons que la chute du président Mobutu, en tant qu'analyste d'abord, était devenue inéluctable à partir du 17 décembre lorsqu'il est rentré, parce qu'il n'a pas eu la réaction que la population attendait et que dans l'entourage, un certain entourage attendait. Oui. Le président devait prendre congé des responsabilités de l'État compte tenu de son état de santé et désigner un groupe intérimaire pour diriger le pays à sa place, pendant que lui, il s'occupait de sa santé déjà chancelante. Donc à partir de ce moment-là, c'était inévitable. Et personnellement, je suivais les détails de l'évolution de la marche de l'AFDL. Je connaissais les implications de tous les États voisins. Donc nous étions condamnés à mourir. Et le 17 mai, j'étais à Brazzaville, sous le prétexte officiel que j'allais en mission en réalité en Algérie, en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes, parce que j'ai pour recruter des mercenaires. Non. C'était pour expliquer la position de la question, disons pour expliquer la question congolaise à ses alliés du chef de l'État. La question zaïroise à l'époque. Je veux dire oui, exactement, la question zaïroise à ses alliés du chef de l'État pour obtenir d'eux toute assistance pour pouvoir arrêter la marche de l'AFDL et en réalité la condamnation de la communauté internationale. C'est que vous croyez quand même encore au régime de Mobutu, sachant pourtant que depuis le 17 mai 1996, c'était fini pour lui. 17 décembre. 17 décembre, pardon. Oui, mais le régime n'était pas condamné à finir comme il a fait. On pouvait privilégier aussi une fin négociée. C'est que à cause de l'intransigeance du maréchal à la fin et d'une certaine excitation de la communauté internationale, on a privilégié la voie des armes plutôt que la voie du dialogue. Peut-être parce qu'il n'a pas voulu dialoguer, mais est-ce que vous, en tant que proche du président Mobutu, vous lui avez dit que ça aurait été réaliste de se retirer du pouvoir vu son état de santé et puis le peuple ne voulait plus de lui. Le peuple avait besoin d'une alternance. Vous savez qu'autour d'un chef d'État, il y a toujours plusieurs courants. C'était vrai sous Mobutu, c'était vrai sous Laurent Désiré Kabila, c'est encore vrai aujourd'hui. Mais vous, à Tundu, aux côtés de Mobutu, est-ce que vous lui aviez dit ce que vous pensiez? Vous lui avez fait part des analyses, des conclusions de vos analyses? Je lui ai fait part des conclusions de mon analyse, mais je me sens un peu mal à l'aise pour me justifier de cette façon, parce que le maréchal n'est pas là. C'est comme si je me justifiais sur le dos d'un mort. Et puis, le peuple a besoin de savoir. Oui, mais on ne peut pas nier notre histoire. Le cœur ouvert ne dispense pas d'une certaine gêne déontologique. Si vous voulez, ce sont là parce que ce serait comme le condamner parce qu'il n'a pas suivi ce que j'ai dit. Mais il y a tant d'autres choses aussi où il a eu raison peut-être de ne pas suivre ce que j'ai dit. Mais au moins moi, l'essentiel, j'ai dit, oui. Et beaucoup d'autres. Je donne un exemple parce que finalement c'était tout le monde. L'ambassadeur Simpson, que je fréquentais à l'époque et que beaucoup de dignitaires de régime fréquentaient, avait envoyé une série de messages. Et il m'a dit, voilà, j'ai dit à tel, à moi il a dit, dites au maréchal Mobutu de se retirer, sinon son cadavre sera traîné, on va l'abandonner, etc. Et je transmis le message au chef de l'État, et il m'a répondu par une boutade en me disant, mais à qui veut-il faire peur? Voilà un peu l'atmosphère. Bon, parce qu'il n'y avait pas que Atundu, il y avait beaucoup d'autres conseillers du chef de l'État, peut-être dont l'opinion a pesé pour que le président se maintienne au pouvoir et quitte dans les circonstances peu glorieuses finalement où il a quitté le pouvoir.